Du coup, on va commencer. Aujourd'hui, je fais un talk sur l'histoire des monnaies de réserve mondiale. Donc le but, ça va être d'essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est une monnaie de réserve, pourquoi est-ce qu'on a tendance à voir une monnaie dominer les paiements internationaux et servir finalement de monnaie pour le monde entier malgré la coexistence d'autres monnaies souveraines. Et on va voir un petit peu à travers l'histoire des exemples de monnaies de réserve mondiale et essayer de comprendre quels sont les déterminants qui font qu'elles s'imposent comme ça sur la scène internationale pour devenir justement monnaie de réserve mondiale. Je pense que le premier truc qui est important à considérer, c'est pourquoi on a effectivement cette domination d'une monnaie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, par exemple, on est dans la zone euro, qu'il y a plein d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Pourtant, l'essentiel des échanges dans le monde aujourd'hui se font en dollars. C'est à peu près 86% des transactions internationales qui aujourd'hui sont réalisées en dollars. Et dans le passé, on le verra à travers certains exemples, on a aussi la plupart du temps une monnaie qui s'impose comme ça et qui va finalement servir de standard pour l'ensemble de l'économie mondiale. On pourrait imaginer que chaque pays préfère utiliser sa monnaie, etc. En réalité, du fait du type de service que rend la monnaie pour les gens qui l'utilisent, elle a énormément ce que les économistes appellent d'effets réseau. C'est-à-dire que en fait, la monnaie est d'autant plus utile que je vais trouver de gens pour pouvoir exprimer de la valeur dans cette monnaie et donc échanger avec eux dans cette monnaie. Du coup, de la même manière que d'autres biens réseaux, comme par exemple les langues, les téléphones portables, les standards de communication, les protocoles Internet, etc., ont tendance à s'imposer de manière unique, la monnaie fonctionne un petit peu pareil. L'autre chose importante à voir avec les effets réseau, c'est qu'à partir du moment où on a un standard qu'on utilise tous, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et parfois, on a des standards, c'est valable pour la monnaie, mais c'est valable aussi pour d'autres types de standards, qui sont sous-optimaux, c'est pas le standard idéal. On a des choses qui pourraient mieux fonctionner, et pourtant ça reste, tout simplement parce que tout ce qu'on a construit par-dessus, les habitudes qu'on a prises et dans le cadre de la monnaie, du coup, tous les engagements financiers qui sont libellés dans cette monnaie, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça du jour au lendemain, juste parce qu'on a trouvé quelque chose de mieux. Il y a d'abord une phase d'adoption, il y a en général des relais de puissance qui se font et des concurrences entre différentes puissances avant que petit à petit, un standard en supplante un autre. Et je vais essayer d'expliquer comment ça se passe historiquement, cette transition d'un standard à un autre, en prenant 3 exemples qui vont venir après. Du coup, ça, c'est un graphique qui représente, donc qui est extrait d'un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Ray Dalio, qui dirige un très gros hedge fund. Et il a écrit un livre exactement sur ce sujet-là, qui cherche à s'intéresser en fait aux causes d'ascension et de déclin des empires et des civilisations. Et donc, il a accumulé beaucoup de données sur finalement les déterminants d'un empire. Ceux qui sont représentés là, donc ça représente en fait une note qui est attribuée en fonction de plein de critères qui ont été pris en compte pour essayer de mesurer la qualité de l'éducation, la puissance commerciale, la qualité d'innovation, la force productive, la compétitivité, l'importance des centres financiers, la puissance militaire et le statut de monnaie de réserve. Cette représentation-là, c'est ce qu'il appelle le cycle archétypal, c'est-à-dire c'est la moyenne de toutes les mesures qu'il a effectuées pour tous les empires qu'il a étudiés. Et si on fait la moyenne du coup de chacun de ces cycles pour ces indicateurs, on retrouve à peu près cette évolution de courbe. Et je voulais la montrer parce que ça exprime quelque chose qui me semble assez fondamental, qui est qu'on a certaines courbes qui commencent d'abord à monter, suivies par d'autres, et en tout dernier, la monnaie de réserve mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez par exemple les courbes bleues, vertes et rouges, donc qui correspondent à la compétitivité, l'éducation et l'innovation, elles précèdent le reste du cycle. C'est-à-dire que dans les exemples qu'on va voir après, que ce soit pour les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou les États-Unis, on a d'abord une population qui devient très éduquée, qui se donne des institutions très libérales avec des bons mécanismes de gouvernance et qui permettent effectivement le florissement d'un tissu économique. Ça laisse la place à des innovateurs qui vont pouvoir créer des technologies, générer de la compétitivité et de la productivité. Et seulement ensuite, la conséquence de ça devient un rayonnement économique qui va faire que la puissance arrive à développer une puissance militaire importante, fait
de ces centres financiers des places incontournables dans le jeu mondial du capital, et ensuite, du coup, va voir sa monnaie être utilisée par l'essentiel de ses partenaires commerciaux et des autres puissances dans les échanges internationaux. À chaque fois qu'on regarde ces cycles, on a toujours cette espèce de phase un peu caricaturale où, du coup, au début, on crée les conditions de cette prospérité, donc en général avec de l'éducation, un système assez libéral, des institutions robustes, donc un état de droit, un état bien géré, des choses comme ça. On a une période d'apogée où on voit une domination économique, un rayonnement militaire, un rayonnement financier, etc., qui en général va permettre à la monnaie de cet empire d'obtenir le statut de monnaie de réserve mondiale, ce qui fait que les autres vont l'utiliser dans l'échange et vont la détenir comme réserve de valeur pour pouvoir échanger dans le futur. À ce moment-là, ça met l'empire en question dans une situation où il peut finalement être assez complaisant et commencer à mal gérer sa monnaie, à faire du déficit, à profiter de ce que Valéry Giscard d'Estaing avait appelé le privilège exorbitant, c'est-à-dire de dire vous allez m'envoyer des biens et des services, et puis moi je vais vous donner des bouts de papier, mais vu que c'est la monnaie de réserve mondiale, vos partenaires vont les accepter, et donc au lieu de me développer, au lieu de continuer sur les recettes qui ont fait mon ascension au début, je vais plutôt avoir un système politique et une société qui tend à entrer en complaisance, à être de plus en plus corrompu, parce qu'il y a énormément de création de dettes à ce moment-là, et parce que la monnaie est très fortement dévaluée, il y a beaucoup d'instabilité financière, les inégalités grandissent également, ça crée beaucoup de conflits internes et d'instabilité, jusqu'à ce que, dans les cas les plus graves, on en finisse par un effondrement qui passe par des guerres civiles, des révolutions. Ah, quelqu'un essaie de communiquer avec nous ? Bref, si vous allez voir ce cycle, on va le retrouver un peu partout dans les exemples qu'on va voir. Donc les 3 exemples que j'ai voulu prendre, c'est les Pays-Bas, en gros au XVIIe siècle, qui ensuite vont donner le bâton, entre guillemets, le relais à la Grande-Bretagne, qui va dominer l'essentiel du monde économique, financier et militaire au XIXe siècle, pour ensuite une période de domination des États-Unis, qui va peut-être, oui ou non, toucher à sa fin et qui va peut-être avoir des conséquences pour le dollar. C'est ce dont on parlera dans le panel suivant. Ok, désolé, c'est pas beau. Du coup, c'est juste un rappel des différents moments importants du coup, dans l'histoire de l'arc néerlandais. Et encore une fois, du coup, les courbes qu'on voit là, elles sont issues de la première que j'ai montrée avant. C'est juste l'agrégation de ces différentes mesures en termes d'éducation, de puissance militaire, de prospérité économique, etc., représentées en une seule valeur. Et donc, tout simplement, ce que ça représente là, c'est que durant le XVIIe siècle, les Pays-Bas connaissent un certain essor. Alors, pour mettre un peu de contexte, on est après Luther et les révolutions protestantes. Les Pays-Bas s'affranchissent de la domination des Habsbourg, créent finalement un royaume qui est assez libéral dans ses institutions, avec un gouvernement assez minimal et pro-business, avec des tribunaux assez libres, des corpus juridiques assez novateurs pour l'époque et qui vont quelque part amorcer les principes de l'état de droit qu'on verra se développer durant les Lumières au siècle suivant. On a la première société par action au monde qui est créée à Amsterdam à cette époque, la Compagnie des Indes orientales. Donc on a une innovation financière qui permet de mobiliser du capital et de permettre le rayonnement de finalement ce qui n'est qu'un tout petit pays dans le nord de l'Europe. Le développement d'une milice très puissante qui va permettre d'accompagner l'activité de la Compagnie des Indes orientales dans son développement colonial et l'ouverture de ses comptoirs qui permettent son rayonnement commercial à travers le monde. Et tout ça, plus la Banque d'Amsterdam, qui est du coup une des premières grosses banques modernes qui a accueilli des dépôts de l'ensemble de l'Europe, qui a aussi introduit pas mal d'innovations financières et qui, pendant 2 siècles, a eu une réputation absolument excellente, parce que très bien gérée, parce qu'ayant un grand niveau de réserve, pour qu'ensuite, c'est ce qu'on va voir après, finalement, elles connaissent les mêmes problèmes qu'on observe aujourd'hui, par exemple, dans le système bancaire américain. Et du coup, ce qu'on voit dans cet arc, c'est que finalement, au travers du XVIIe siècle,
il y a eu un essor des Pays-Bas, donc à l'époque c'était le Royaume des Provinces-Unies, qu'ils ont dominé militairement l'essentiel de leurs concurrents en Europe. Amsterdam est devenu le centre des échanges de capitaux dans le monde. Le gulder, donc la monnaie des Pays-Bas, est devenue monnaie de réserve mondiale et elle circulait dans toute l'Europe, était accumulée par les différentes puissances et faisait office de proto-monnaie de réserve, parce qu'on n'était pas encore dans une mondialisation aboutie, jusqu'à ce que, en haut de ma courbe, là, à peu près, au début du XVIIIe siècle, il soit concurrencé par la Grande-Bretagne, qui était devenue plus compétitive, notamment dans sa capacité à produire des bateaux, qui du coup est venue concurrencer sur les mers en créant sa propre compagnie coloniale, les Pays-Bas, leur a finalement volé des parts de marché, à partir finalement de la même recette, jusqu'à finalement à la fin du 19e siècle, qu'on arrive, du 18e siècle, qu'on arrive à la 4e guerre anglo-néerlandaise, où la Grande-Bretagne bat les Provinces-Unies, et où finalement il y a à ce moment-là une sorte de point qui marque le relais d'une puissance vers l'autre, notamment au profit de la livre. C'est quelque chose qu'on observe du coup dans le bilan financier du pays. Alors, en l'occurrence, la Banque d'Amsterdam est un bon reflet de la situation financière des Pays-Bas, parce que comme je vous disais, c'était la plus grosse banque du monde à l'époque. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que la banque génère des profits, attire des dépôts, attire de nouveaux clients et a finalement des bons financials pendant à peu près 150 ans, jusqu'à cette période à la fin du XVIIIe siècle, où intervient la 4e guerre anglo-saxonne, financée par de la dette, et qui va ensuite créer du coup une situation de panique, un manque de confiance dans la banque. Il va y avoir ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire que les déposants vont essayer de retirer leurs fonds de la banque. Et à ce moment-là, patatras, tout s'effondre. La Compagnie des Indes orientales fait faillite, la banque fait faillite, et le gulder perd sa place de suprématie mondiale quelques années après. Comme je disais au début, le statut en général a tendance à perdurer après le rayonnement de la puissance. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive du coup au 19e siècle avec une domination de la Grande-Bretagne qui, reprenant la même recette de cuisine que les Pays-Bas, au début du 18e, donc fin du 17e, glorieuse révolution, état de droit, les gens ont le droit d'être jugés d'être représentés devant des tribunaux et d'être jugés par leurs pairs. En 1717, la livre sterling est adossée à l'or. Quelques années avant, la Banque d'Angleterre est créée. Le siècle d'avant, vous avez énormément d'intellectuels britanniques comme John Locke, David Hume, Adam Smith, Sir Isaac Newton, qui font le rayonnement de l'Angleterre et qui créent un bourgeonnement d'innovation, d'idées nouvelles et qui permettent l'établissement de ces institutions sociales libérales, pour qu'enfin, après que les Anglais, par leur jeu d'alliance, aient défait la France suite aux guerres napoléoniennes, instaurent un nouvel ordre mondial au Congrès de Vienne, qui est en fait un rassemblement des puissances belligérantes des guerres napoléoniennes qui vont redessiner l'équilibre de pouvoir en Europe. À ce moment-là, on entre dans ce qui s'appelle l'époque victorienne, qui est vraiment la période de rayonnement et d'apogée de l'Empire britannique. Donc ça, c'est exactement la même courbe que celle qu'on avait montrée au début, mais pour la Grande-Bretagne. Toujours pareil, ce qui impulse le rayonnement, ça va être l'éducation, la compétitivité et l'innovation. Ensuite, le rayonnement se manifeste à travers la prédominance des centres financiers, de la puissance militaire, etc. Et enfin, le statut de monnaie de réserve mondiale advient et perdure dans le temps, même après que la puissance se soit étiolée. Vous voyez bien les courbes de couleur descendre avant la courbe noire dans l'histoire. En ce qui concerne la livre britannique, pour vous donner une idée, entre 1850 et 1914, c'était 60% des échanges mondiaux. La Grande-Bretagne recouvrait à peu près, enfin l'ensemble de l'Empire britannique recouvrait à peu près 25% de la surface du globe. C'était la plus grande marine du monde. Ils avaient la plupart des entreprises florissantes de l'époque. Ça représentait la plus grande part du commerce et du PIB mondial. Et la plupart des échanges étaient réalisés en livres sterling. Et les réserves des banques centrales et des banques étaient essentiellement détenues en livres sterling. C'est uniquement avec les deux guerres mondiales qui ont amené la Grande-Bretagne à s'endetter énormément et à ressortir perdante de la guerre, au profit des États-Unis qui, eux, ont vu leur appareil de production intact, développé, et qui ont amassé énormément de créances
sur les puissances européennes qui s'étaient engagées dans le conflit. À ce moment-là, il y a un pivot graduel vers le dollar. En 1922, par exemple, on a la conférence de Gênes qui donne le statut des jurés de monnaie de réserve mondiale au dollar avec la livre sterling. En 1931, les Britanniques sont obligés de dévaluer la livre parce qu'ils ont perdu l'essentiel de leurs réserves d'or. La plupart des gens préfèrent détenir du dollar. Dans les années 20, il y a aussi le boom du stock market américain qui intime beaucoup de détenteurs de capitaux à convertir leurs avoirs en dollars pour pouvoir investir aux États-Unis. Jusqu'à ce qu'enfin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, complètement exempts du fait des dettes qu'ils ont prises et des dégâts qu'ils ont subis durant le conflit, la Grande-Bretagne soit obligée à la conférence de Bretton Woods d'accepter le plan monétaire des Américains qui met le dollar au centre du système et qui pègue le reste des monnaies au dollar, qui lui profite de ce privilège exorbitant dont on parlait au début et qui permet ce qu'un économiste français du nom de Jacques Rueff avait appelé le déficit sampleur, c'est-à-dire cette idée que finalement on peut payer nos déficits avec de la dette, on peut obtenir des produits, des biens et des services vendus par des puissances étrangères en leur donnant en échange que des bouts de papier qui finalement vont être conservés par ces puissances-là sous forme de réserve dans leur système bancaire ou dans leur banque centrale. Et c'est ça ce privilège finalement que nous octroie le statut de monnaie de réserve mondiale. Aujourd'hui, où on en est, les gars, si on regarde pas mal d'indicateurs, toujours la même courbe, cette fois pour les États-Unis, on voit effectivement que les déterminants de la puissance américaine commencent à s'affaisser. D'une part, en termes d'innovation et de technologie, il y a une perte de vitesse au profit notamment de l'Asie. En termes d'éducation, bon, je pense que la courbe parle d'elle-même, on a de moins en moins finalement d'innovation et de bons résultats académiques qui proviennent de natifs américains. La puissance militaire, les États-Unis l'armée américaine est toujours dominante, mais si on s'en réfère ne serait-ce qu'aux derniers conflits dans lesquels ils ont été engagés, ça leur a coûté des milliers de milliards de dollars pour n'arriver à quasiment rien, si ce n'est créer des proto-États islamiques. En ce qui concerne le commerce, comme les puissances d'Europe, les États-Unis se désindustrialisent très vite et aujourd'hui ont des déficits absolument gigantesques vis-à-vis de partenaires commerciaux comme notamment la Chine, le Japon, la Corée, certains pays industrialisés qui restent industrialisés en Europe, etc. Et donc, en revanche, par contre, on note aussi quand même que le système financier américain, avec en son centre le dollar, reste le marché de capital le plus liquide du monde, le plus large du monde, et celui qui est le plus demandé au monde, autant que le dollar reste la monnaie qui domine très largement, à la fois en tant qu'unité de compte pour réaliser des contrats financiers, à la fois en tant que moyen d'échange pour le commerce international, et également comme réserve de valeur, si on s'en réfère juste par exemple aux détentions de titres de dette américaine et d'actifs libellés en dollars. Et du coup, on va parler de ça après durant le panel, mais la question que beaucoup se posent, c'est quid de la Chine, qui, elle, est effectivement dans cette période d'essor, qui commence à voir les déterminants de sa puissance, tels que je les ai montrés avant, ressembler à la période d'ascension puis d'apogée qu'on a observée avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis. Et est-ce que ça signifie qu'au XXIe siècle, on verra le yuan émerger comme monnaie de réserve mondiale? C'est effectivement la question qui se pose. Alors, j'ai pas de timer, il est quelle heure là? Du coup, si en attendant, vous avez... Il est 19. Ah mince, j'étais trop vite. Et, du coup, est-ce que vous avez des questions? Ça, on répond après. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Merci pour cette passionnante présentation. C'est très anglo-saxon-centrique quand même cette approche. Dans le sens que c'est assez classique de la littérature anglo-américaine qui se focalise énormément sur un business model ou un business de l'économie totalement libéral qui est le business anglo-américain, qui laisse complètement de côté une approche colbertiste, par exemple. J'arrête cette parenthèse. Plus intéressant, à mon avis, la notion de réserve mondiale. La réserve mondiale, elle n'a pas de sens tant qu'il y a de l'or, tant que la réserve mondiale des devises est adossée sur l'or, et tant que les banques centrales elles-mêmes
n'existe pas. Or, les banques centrales n'existent que depuis le 19e, grosso modo. Donc avant le 19e, parler de réserve mondiale dans une devise n'a pour moi pas beaucoup de sens, puisque cette devise, d'abord, elle n'est pas internationale. Ensuite, il n'y a pas véritablement de banque mondiale. Et les actifs et le bilan de la Banque mondiale, de la Banque nationale, pardon, est essentiellement composé d'or. C'est ce qui est arrivé en France avec le prédécesseur de la Banque de France, qui s'appelait la Compagnie des Indes, elle aussi, avec le système LOS. Donc, je trouve que c'est un peu biaisé, mais par contre, ce qui est absolument passionnant, c'est à la fin ces courbes. Et ce que je voudrais voir et poser comme question, c'est effectivement quels sont les biais qu'on peut trouver à cette étude. C'est-à-dire que quand on la voit comme ça, on se dit, bon, bah, l'histoire est écrite. Est-ce qu'elle est vraiment écrite? Alors c'est le panel suivant, bien sûr, mais avant d'aller au panel suivant, c'est n'y a-t-il pas des biais dans cette approche? Voilà, j'en ai donné 2 ou 3, c'est ça que je voudrais avoir comme élément de réponse. Du coup, votre question, c'est? Y a-t-il des biais dans l'approche? Je pense qu'il y a des biais dans toutes les approches. En revanche, je n'ai pas donné de conclusion, hein. Je dis juste, voilà ce qu'on observe. Si vous voulez mon opinion personnelle, il y a énormément de raisons qui font que je ne pense pas effectivement que le yuan deviendra une monnaie de réserve mondiale. En grande partie parce que, désolé d'avoir cette approche anglo-saxonne, mais je pense que lorsque les gens cherchent un moyen d'échange et un endroit où stocker de la valeur, ils ont quand même à cœur d'avoir des garanties sur le fait qu'ils vont revoir quelque chose à la fin. Et donc, sans système d'institution qui garantit les droits de propriété, qui garantit les termes des contrats et qui garantit une certaine neutralité de la loi, ça va être très difficile de convaincre les gens de mettre leur capital dans ce véhicule. Donc, effectivement, ça peut sembler être une approche anglo-saxonne, mais il y a une autre manière de l'interpréter qui consiste à dire que ces garanties qu'on cherche à offrir aux détenteurs de capitaux ont été les mieux fournies dans l'histoire grâce à des systèmes de séparation des pouvoirs, d'état de droit, de garantie des droits de propriété et de garantie des termes des contrats qui sont effectivement comment dire, des innovations politiques et légales qui sont très présentes dans la culture anglo-saxonne et dans le monde anglo-saxon, mais qui ont aussi en grande partie été théorisées par des intellectuels français au XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas forcément qu'une approche anglo-saxonne. J'aurais pu aussi parler par exemple de la France durant le XVIIIe siècle, qui a eu un statut de domination assez important à ce moment-là. Mais effectivement, le franc à l'époque n'avait pas une telle domination, à part durant le court épisode que vous avez mentionné de l'eau, qui ne s'est pas très bien fini et qui n'a pas duré très longtemps. Et jamais Paris, au même titre qu'Amsterdam ou Londres, n'est devenu un centre financier avec le même rayonnement qu'on peut observer sur les exemples que j'ai donnés là. Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, parmi les monnaies fiat, laquelle serait la moins planche à billets, la moins inflationniste? Est-ce que c'est le franc suisse? Et pourquoi pas le franc suisse à la place du yuan, par exemple? Merci. Alors, le franc suisse est mieux géré relativement que d'autres monnaies. Maintenant, il n'y a pas que la question de l'impression monétaire et de l'inflation. Il y a aussi la question de la demande qu'il y a pour la monnaie en face. Et effectivement, le franc suisse va être demandé par des gens qui veulent commercer avec la Suisse, par des gens qui veulent acheter des biens en Suisse, qui veulent acheter des propriétés en Suisse, qui veulent acheter des actions sur les marchés financiers suisses. Et à cet égard, c'est pour ça que je n'ai pas mis le franc suisse dans cette analyse, parce qu'il me semble que leur capital markets, leur économie et finalement leur puissance relative à l'échelle mondiale n'est pas suffisamment importante pour qu'on puisse imaginer que la plupart des détenteurs de capitaux dans le monde cherchent à détenir en priorité du franc suisse, même s'il y a des périodes où ça a pu être le cas dans l'histoire, justement parce que cette monnaie était bien gérée. À l'inverse, aujourd'hui, ce qu'on continue à observer malgré les 14 000 articles que vous voyez par jour qui vous expliquent que le dollar est déjà mort, c'est que la plupart des gens veulent détenir des actions Apple, la plupart des gens veulent détenir des actions Tesla, la plupart des gens veulent pouvoir commercer avec les États-Unis, la plupart des gens vivent dans des pays où il y a des bases américaines sur leur sol, la plupart des gens, quand ils veulent acheter du pétrole, ils ont besoin de dollars, etc., etc. Et donc, c'était un peu le sens de ma présentation là, c'est que même si les États-Unis périclitent, entre guillemets, même si ils ont plus le rayonnement et la puissance qu'ils avaient, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
ils ont quand même encore des atouts qui font que malheureusement on risque de devoir composer avec le dollar pendant encore un petit bout de temps. J'ai une question ici. Vous avez montré beaucoup de lieux où il y avait des guerres par rapport à toutes ces transitions. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots et peut-être un peu de prospective éventuellement? Alors, je ne vais pas annoncer des guerres. En revanche, c'est vrai qu'effectivement, dans la période de déclin, donc quand j'avais montré la représentation du cycle à très gros traits, cette période-là, les points 5, 6, où on passe par de l'instabilité financière, des inégalités qui augmentent, des conflits internes. Après, on a souvent des guerres civiles et des résolutions. En fait, c'est d'une certaine manière assez lié, c'est-à-dire que une puissance qui est en train de perdre de sa superbe et qui voit des concurrents essayer de prendre le pas sur elle, va en général, ce qu'on observe historiquement, avoir le réflexe d'utiliser sa domination militaire pour essayer soit de garder sa position, de sécuriser des routes commerciales, etc. etc. Si vous regardez par exemple les guerres anglo-néerlandaises, c'est essentiellement des guerres pour le contrôle des mers. Si vous regardez la Première et la Seconde Guerre mondiale, alors des tonnes de livres ont été écrits là-dessus et je ne pourrais pas leur rendre service en les résumant en 2 secondes, il y a quand même un contexte où le rayonnement relatif de la Grande-Bretagne s'affaisse au profit de l'Allemagne et des États-Unis. Il y a du coup un déséquilibre de puissance qui commence à se faire, notamment en Europe, des jeux d'alliances qui se reconstituent, et derrière, on arrive au conflit, pour plein d'autres raisons et plein de déterminants. Mais c'est en partie, je pense, une des raisons pour lesquelles ça mène souvent à des conflits, à des révolutions et à des guerres civiles. Après, c'est vrai que depuis qu'on a des bombes nucléaires, on a tendance à ne plus trop faire de guerre ouverte entre grandes puissances. Donc je ne dirais pas que c'est absolument nécessaire que sur la fin du cycle de domination américain, si il a lieu, on arrive directement, enfin on répète cette histoire et qu'on arrive vers des guerres ouvertes comme les guerres anglo-néerlandaises ou la Première et la Seconde Guerre mondiale. Merci. Pour faire suite du coup à cette question et revenir aussi sur le droit de propriété que vous avez évoqué comme une partie importante, on a vu récemment avec la guerre en Russie qu'en Occident, on a saisi beaucoup de biens russes. Du coup, le droit de propriété n'a pas vraiment été respecté. On sait qu'en Asie, surtout en Chine, il y a un gros sujet, c'est la guerre à Taïwan, qui peut probable peut-être dans un horizon court terme, mais ça reste possible. Si jamais ça arrivait, il est probable aussi que des biens soient saisis là-bas. Une perte de confiance de l'Asie dans, en tout cas, le droit de propriété comme on l'entend. Est-ce que le scénario, ce ne serait pas du coup plutôt dans l'avenir plusieurs réserves, monnaies de réserve, par exemple le yuan d'un côté, le dollar de l'autre, en gros une multiplication des monnaies de réserve? Alors, dans un scénario où tu as une fragmentation du monde, comme c'était le cas par exemple durant la guerre froide, tu peux très bien effectivement avoir une monnaie qui va dominer les échanges dans une des régions du monde et une qui va dominer dans l'autre. Mais ça implique effectivement généralement qu'il y ait une vraie séparation, un vrai rideau de fer et une volonté politique d'empêcher les échanges et les interrelations entre ces deux parties du monde, parce que sinon les agents économiques bien conscients de leur intérêt vont préférer converger vers un standard unique. Maintenant, pour ce qui est de la question sur les droits de propriété, effectivement, l'Occident semble ne pas écouter mes présentations et a décidé de se tirer une balle dans le pied en finalement convainquant le reste du monde que s'ils investissent chez nous, qu'ils achètent des actifs ou qu'ils gardent de l'argent dans nos institutions financières, ils risquent de voir leurs capitaux saisis pour des questions politiques, pour des questions parfois de répression, de censure, juste pas de chance, vous avez la mauvaise nationalité. Ce qui, à mon avis, effectivement, est très symptomatique et montre qu'il y a une forme de déclin du rayonnement de l'Occident et qu'on est en train de saper les fondements de ce qui faisait la réussite de notre modèle. On pourrait citer plein d'autres exemples. Maintenant, tu parlais aussi de la Chine, par exemple.
faut voir qu'en Chine, le stade auquel on en est, c'est déjà bien pire. C'est-à-dire qu'il y a assez peu déjà d'investissements étrangers en Chine. Ils essayent de développer leur marché de capitaux à travers Hong Kong, Shanghai, etc. Mais la neutralité d'Hong Kong aujourd'hui est beaucoup remise en question. Les marchés de Shanghai sont pas gigantesques si on les compare par exemple à Londres ou New York. Et par ailleurs, quand il y a des faillites en Chine, en général, les détenteurs d'actifs qui sont chinois revoient une partie de leur valeur. Les étrangers peuvent aller se brosser. Par exemple, là, durant la faillite, les faillites successives qu'il y a eu de plein de développeurs en Chine, un des développeurs majeurs qui s'appelait Evergrande avait émis des bons à l'étranger. Les détenteurs, que ce soit des institutions ou des fonds de pension, etc., qui détenaient de la dette Evergrande, ont dû passer ça pour perdre des profits. À l'inverse, on sait aujourd'hui qu'une partie de ces bons-là en Chine ont été payés. Donc, je ne dis pas que là, c'est juste un data point, mais il y a une sorte de seniorité différente qu'applique le gouvernement chinois entre les institutions financières chez nous et chez les autres. Et en plus, le système, alors c'est un peu long, mais le système monétaire et bancaire chinois est pas du tout foutu comme le nôtre. Ils ont ce qu'on appelle un closed capital account, c'est-à-dire qu'ils ont une monnaie qui est plus ou moins managée par rapport au dollar. À l'intérieur de leur pays, ils contrôlent un peu tout comme ils veulent, mais le yuan ne circule pas vraiment hors de Chine. Et si vous essayez de l'utiliser dans le commerce international, c'est quand même très compliqué. Notamment parce que le système est très opaque et interface très très mal avec les autres systèmes financiers actuellement. Alors, on me dit que c'est fini. Du coup, je suis désolé. Si vous voulez, vous pourrez aller me poser des questions après sur la terrasse. Et du coup, on va enchaîner avec un panel avec Nathalie, Didier et Richard sur la continuité de ce sujet.